Yo tout le monde, ici je suis pas tout seul et aujourd'hui je suis avec Justine Ama. Bah du coup pour vous c'est à votre gauche et Igal à votre droite. Non du coup non c'est l'inverse, bref on s'en fout. Mais du coup aujourd'hui nous allons parler de Sinners réalisé par Ryan Coogler. Donc Ryan Coogler qui est connu pour avoir fait 4 films précédemment qui sont Fruitvale Station que j'ai personnellement découvert il y a 2 jours. Comme ça je me suis dit comme ça j'aurais vu tous ces films. Et donc Creed qui était la suite de Rocky et les 2 Black Panther pour Marvel. Et donc là on se retrouve avec son premier film chez Warner je crois qui s'appelle Sinners, qui est un film qui a la particularité d'être complètement original, on va dire. Ah oui. C'est-à-dire dans le sens où déjà le film est en train de marcher, le film est en train d'être un succès parce que là ça fait 2 semaines qu'il est sorti et là on est d'accord pour dire que la salle était assez pleine pour un 2e samedi de sortie. Oui. Donc en vrai le film semble avoir comme on dit en anglais, des legs, des jambes très très solides pour bien marcher de façon évolutive. Et du coup c'est un concept original que Ryan Coogler a écrit, qu'il avait en tête depuis des années. Je crois qu'il a autofinancé le film lui-même tellement il tenait à son scénario, puisqu'il écrit, produit et réalise, donc il fait tout dans le film, bon, sauf jouer. Et du coup Warner a accepté de distribuer le film. Et en plus l'autre truc intéressant à relever c'est que il a signé un deal pour que Warner possède les droits des personnages pendant 20 ans je crois. Et après les droits lui reviennent à lui en gros. Donc en gros il va avoir les droits de ses propres personnages. C'est comme Tarantino, par exemple, lui il possède ses personnages. C'est pas les studios qui possèdent ses films, c'est lui qui les possède genre. Donc ses personnages du coup. Et donc il y a aussi ce truc là où on voit que c'est vraiment son projet de cœur, son projet phare d'auteur qu'il a voulu faire, d'auteur blockbuster, car grâce aux 2 milliards qu'ont fait les Black Panther, on lui a donné un budget de 90 millions de dollars, donc ce qui est pas mal pour un mini blockbuster on va dire, donc presque 100 millions. Et du coup on se retrouve avec ce film là qui s'appelle Sinners, qu'on vient de regarder donc ensemble avec un peu de retard, notamment parce qu'on a j'ai écouté le bouche à oreille, je me suis dit il faut que je le voie parce que moi les trailers, du coup vous avez pas vu les bandes annonces vous non. du coup. Vous ça va être marrant parce que eux ils savaient pas du tout de quoi parlait le film. Et en vrai c'est bien parce qu'en vrai les bandes annonces se spoilent un peu le film, on va dire. Donc, c'est pour ça j'avais vu la bande annonce en fait. Enfin il y a des moments où je me suis dit ah oui ça me dit quelque chose. Du coup on va peut-être faire une petite partie sans spoiler mais très rapide parce qu'en vrai le film est extrêmement dense, donc je vais vous laisser donner votre avis pour commencer. On sort tout juste de la salle. Donc je vous en bats honneur aux dames. Merci. Alors, mon avis, je sais pas trop quoi en penser. C'était vachement... déjà, comme disait Julien, moi, je suis venue voir le film, j'avais rien vu, j'avais rien lu sur le plot, j'avais pas vu de bande-annonce, rien du tout. Le titre m'avait donné un peu des indices parce que, Sinners, pêcheurs, je me suis dit, ils vont commettre un peu des péchés, il va se passer un truc. Waouh. Donc du coup j'étais pas trop au courant et là je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si j'ai aimé, pas aimé. Là si on fait la partie sans spoiler du coup je peux pas trop dire ce qui m'a un peu déplu, donc je dirai plus tard. Après film d'action classique. Oui, il y a de l'action. Ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé, mais ce qui aurait pu être approfondi, c'est que on est sur du fantastique, si je peux dire ça, sur un fond d'histoire, ségrégation, prohibition aux États-Unis. C'est assez intéressant de voir le mélange des deux, qui est quand même particulier, mais qui est assez bien fait quand même. Michael Jordan, qui est l'un des acteurs principaux, est quand même pas le basketteur. Oui, pas le basketteur. Michael B. Jordan, qui est quand même vachement bien en tant qu'acteur dans le film, je trouve. Mais voilà, donc mitigé pour moi, pour l'instant. Mais j'expliquerai plus tard avec les spoilers ce qui m'a un peu dérangé. Moi non plus, je connaissais rien du film. Même Sinner, c'est vraiment en arrivant que je me suis dit ah tiens, Sinner, ça veut dire pêcheur. Du coup, ça va probablement parler un peu de ça. Enfin, j'ai pas mal aimé. Il me faudrait un peu de temps, je pense, pour décanter et le revoir parce que c'est assez dense. Et ouais, il y a beaucoup de choses en fait que je suis pas sûr d'avoir compris ou que je sais pas si c'est juste que c'est incohérent ou si c'est moi qui ai pas compris. Je trouve qu'ils ont réussi à marier, comme tu l'as dit Justine, je trouve qu'ils ont pas mal réussi à marier le côté fantastique, pas forcément historique mais en tout cas mêler le fantastique au réel. Et je pense à une scène en particulier dont je parlerai après du coup. Écoutez, j'ai vu beaucoup de gens qui crient au chef-d'œuvre depuis plus d'une semaine parce que en vrai cette année on se fait un peu chier en termes de blockbuster, faut le dire. Et on a enchaîné beaucoup des remakes ou des reboots ou des machins et les gens en ont un peu marre et le succès du film en témoigne pour l'instant. Et puis c'est le plus grand succès de film original depuis Nope de Jordan Peele, qui aussi thématiquement ressemble à ce film-là, donc c'est un peu triste de dire que c'est depuis ce film-là qui est sorti il y a quelques années quand même. Donc, mais on va pas se plaindre qu'on ait un film original avec un concept neuf et des intentions claires d'auteurs, on va dire, qui est pas basé sur une franchise, que ça plaît aux gens et que potentiellement je pense qu'on aura le droit. On va en parler en spoiler, mais c'est vrai que je vois pas comment ils peuvent faire une suite, je vois pas. Parce je sais qu'il veut développer l'univers, Ryan Coogler, que c'est un univers qu'il veut développer et qu'il aimerait exploiter.
Après on verra comment, parce que c'est un film qui est très particulier. Si on fait le plot très vite fait, c'est on a deux frères jumeaux gangsters qui veulent ouvrir un club de blues, et pendant tout le film c'est le build-up jusqu'à l'ouverture du club. Et à l'ouverture du club, après plus d'1 heure de film, il y a le deuxième acte qui s'enchaîne avec un twist en fait qui va résumer toute la suite du film et qui va prendre un revirement de genre filmique un peu plus assez particulier, on va dire. Il faut préciser aussi qu'on est au courant plus ou moins du plot du plot twist dès le début. Ouais, il y a une petite révélation. Ouais, il y a une révélation directe. Et donc on a ce truc en arrière-plan à l'intro du film. Enfin, elle est légère. Elle est sous. On expliquera, on développera, mais elle est légère, c'est-à-dire qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais quoi exactement, on sait pas. Ouais. On sait pas, mais on sait qu'il va se passer un truc. Ouais. Et c'est vrai que moi, en tout cas personnellement, je sais pas si t'as vu des films de Ryan Coogler par exemple. J'ai vu Black Panther il y a je sais pas combien de temps, donc c'est tout. Ouais. Je sais pas du coup si t'as vu certains de ces films. Moi c'est honteux, mais j'ai pas vu les Black Panther, j'ai pas vu. Non. Du coup moi j'ai tout vu. Mais... L'expert. Ouais, mais en vrai Ryan Coogler, moi je pensais que c'était une fraude à la base, pour être honnête, parce que Creed en vrai Creed c'était bien foutu. Justement dans Creed il était très obsédé par les plans séquences et c'est ça qui rendait le film assez cool quand c'était en Creed. Mais c'est vrai qu'en termes de découpage et tout, ça restait en dessous de Rocky quand même en termes de mise en scène et de moments mémorables. Après j'ai découvert son tout premier film Fruitvale Station qui était basé sur un fait divers de meurtre, qui est un petit film d'auteur bien fait, qui est très auteur, très caméra à épaule, très simple, etc., mais qui est bien en vrai sans être incroyable. On l'a emmené dans le monde des blockbusters avec les Black Panther, et Black Panther, je sais que ça a fait le milliard, que les gens sont comme des malades, et que ça a été nommé aux Oscars, que ça a eu des Oscars, mais faut pas déconner les gars. Black Panther c'est bien. Mais il y a quand même plein de problèmes, et dans le deuxième il y en a encore plus. Donc je trouve que Ryan Coogler, à chaque fois on le prend un peu pour le Nolan afro, tu vois, j'ai l'impression. C'est que dès qu'il fait un projet c'est bon, c'est dinguerie, on a trop hâte, mais en vrai pour moi les Black Panther c'était assez moyen. Et donc c'était pour ça, et d'ailleurs moi j'étais le seul qui a vu les bandes annonces de Igal peut-être, qui avait vu les bandes annonces de Sinners, et c'est vrai que moi les bandes annonces m'avaient pas chauffé du tout quoi. Je connaissais le concept on va dire qu'ils intègrent dans le film, parce que j'ai vu le projet évoluer par rapport au casting etc. Et force est de constater que le film, en tout cas si je vais enfin donner mon avis après tout ce temps, le film, j'ai kiffé le film. J'ai kiffé le film. En fait, c'est un film qui a énormément d'influence de beaucoup de genres. J'ai vu beaucoup de... comme j'ai dit, il y a un long build-up jusqu'à l'ouverture du club, et donc il y a beaucoup de discussions entre personnages. On introduit des personnages avec des longs dialogues, ça raconte des anecdotes, des histoires entre eux de façon purement verbale. Et ça, c'est quelque chose qui fait très Tarantino. Pour le coup, il y a un côté très très Tarantino. Même dans les fusions de quelque chose qu'on aura sur la deuxième partie, ça fait aussi un peu Tarantino, on va dire. Très très frère Cohen aussi, avec cette fascination pour le sud des États-Unis, pour le côté rural américain. Et moi j'étais surpris que le film soit si drôle dans un sens. En connaissant le plot, j'étais surpris que le film au final soit assez drôle, parce que du coup il y a un côté film d'horreur, il y a un côté film de gangster, il y a un côté film un peu rural historique. Curieusement, je trouve que ça marche en termes de mélange, c'est qu'il arrive à bien scinder ses genres dans ces différents segments. Et ça donne un film pour moi qui est plutôt intéressant, notamment avec Michael B. Jordan qui est son acteur fétiche. Ils se sont un peu comparés avec Martin Scorsese. J'ai vu du Scorsese aussi d'ailleurs, parce qu'il y a le côté gangster etc, le côté magouille qui te fait très Scorsese aussi. Et justement ils se sont comparés, Michael B. Jordan et Ryan Coogler, un peu à Scorsese et De Niro, parce que Michael B. Jordan a joué dans tous les films de Ryan Coogler. Il a été le protagoniste de Creed et de Fruitvale Station, il était le méchant de Black Panther. Et là le gros cadeau qu'il lui fait, c'est qu'il lui donne un double rôle, carrément en jouant des jumeaux. Et pour le coup, un truc qu'on peut déjà évoquer, c'est un peu le rendu visuel du film, dans le sens où par exemple le côté jumeau, j'ai pas du tout vu la manière dont ils ont réussi à truquer le truc en fait. C'est pour le coup le côté jumeau, t'oublies tellement que c'est des jumeaux dans le film qu'ils ont dû faire des effets numériques pour... Il y a eu des moments où j'étais en mode attends mais c'était pas le même là. Oui c'est pas le même. Donc en tout cas je pense qu'on est d'accord pour dire que les effets spéciaux sont assez réussis, oui. Que vraiment le côté... Il y a beaucoup de jumeaux cette année, il y avait Michael 17 avec plein de Robert Pattinson là, il y a un mois, et... beaucoup de jumeaux, et honnêtement le rendu est assez impressionnant concernant ça. Et puis le film a beaucoup d'effets pratiques, c'est en vrai le sang fait très practical à la fin. Il y a plus d'idées de réalisation que dans les Black Panther où il y avait beaucoup d'effets spéciaux très pas finis et un peu laids etc. Sans Ryan Coogler, il a une réalisation qui est assez simple de base, mais là il faut savoir, ça du coup je vous l'apprends, c'est le seul film de l'année qui a été fait en IMAX 70 mm, c'est-à-dire qu'il a été fait en IMAX pellicule en haut. Et le seul réalisateur qui a fait ça auparavant, c'est Christopher Nolan, et le prochain film qui fera ça
l'année prochaine, c'est Christopher Nolan avec son prochain film l'Odyssée. Ça veut dire quoi? Enfin, ça gros, change quoi? En gros, l'IMAX, en fait, le film il est diffusé en 2 formats. L'IMAX c'est full écran, ça prend tout l'écran, c'est carré, c'est extrêmement large. Mais ça, du coup, il faut aller dans un cinéma IMAX, et nous on n'était pas dans un cinéma IMAX, on a eu le cinémascope plus classique. Mais en gros, il y a l'IMAX numérique, où il y a plusieurs cinémas un peu partout dans le monde, et il y a l'IMAX 70 mètres, où il y a que 10 cinémas dans le monde qui le proposent, et donc ça, ce serait la façon la plus pure de regarder le film. Mais bon, nous on l'a regardé en cinémascope normal. Mais ouais, c'est un film qui a été fait en pellicule, donc on revient à un côté plus vieux, un effet plus ancien, comme Tarantino d'ailleurs et Nolan. D'ailleurs, il remercie Nolan à la fin du générique. Il faut dire que c'est très très rare d'avoir un film filmé avec ce niveau de qualité visuelle, on va dire. Et puis de base, je dirais que la photographie, après ça c'est très technique, mais la photographie est plutôt pas mal, c'est bien contrasté, etc. Moi, il y a un plan, il y a une séquence qui m'a vraiment marqué en termes de photographie. C'est l'intro du film, c'est une séquence où on est dans une chapelle. Et la chapelle est blanche, t'as tous les enfants, les curés, etc., ils sont fringués en blanc, sauf le pasteur qui est fringué en noir. Et comme tous les personnages sont noirs de peau et que en plus t'as les croix en bois noir derrière, y a un beau contraste qui rend bien, je trouve, dans ce décor-là. Sinon, le film est assez orangé, on joue beaucoup sur le côté rural, le côté champ, le côté historique du genre. Et puis, il aime beaucoup faire des plans séquences. Dans ce film-là, il y a un très beau plan séquence que je spoilerai pas. Mais c'est vrai que la manière dont il a fait ce plan séquence et le symbole qu'il a sur ce plan séquence est extrêmement bien fait. Je dirais juste que comme dans les Black Panther, concernant les moments d'action, parce que c'est pas un film d'action, en vrai vous n'aurez pas d'action avant 1h30 de film, mais c'est vraiment un film historique un peu auteur, avec un gros budget, mais voilà. Mais historique, ouais. Historique, il y a beaucoup de thématiques, on va dire. Mais il est pas très bon dans le découpage de l'action. On se retrouve pas totalement dans les scènes d'action. C'est beaucoup, parce que comme c'est très collectif, très choral, il y a des moments où t'es un peu paumé dans la diégèse du truc, mais à part ça. Et encore c'est léger, à part ça, franchement c'est un plutôt bon film, et puis si vous avez des choses à relever sur ça... Généralement justement dans des films ou trucs du genre, je trouve que l'action est brouillon. Après c'est peut-être parce que les films d'action que je regarde sont nuls, mais ouais, là je l'ai trouvé plutôt bien découpé, bien lisible. Donc après il y a aussi le côté chaos qui est peut-être voulu aussi dans ce moment-là. Mais... Oui. Et puis d'ailleurs il faut aussi évoquer la musique de Ludwig Göransson qui a fait la musique de tous ces films. D'ailleurs c'est fou que les deux étaient colocs à l'école, je crois. C'est comme ça qu'ils sont devenus potes, parce qu'ils étaient à la même école de cinéma, ils étaient colocs et tout. Et Ludwig Göransson c'est le mec qui a eu l'Oscar pour Oppenheimer. C'est ce mec-là, il a tellement évolué parce qu'il a fait les musiques de Ryan Coogler, et puis le mec il a commencé à faire les musiques des Nolan quand Hans Zimmer s'est barré. Il avait fait Oppenheimer et Tenet. Et en plus celui qui fait les BO des séries Star Wars, Mandalorian, Boba Fett, etc. Et lui c'est vraiment un mec qui a une patte très très je vais dire tribal un peu, il adore jouer avec des vrais instruments un peu à l'ancienne, en bois, des choses comme ça. Et pour le coup dans ce film j'ai l'impression qu'il s'éclate en termes de musique. Mais après il y a énormément de chansons dans le film, c'est un gros musical, c'est gros hommage au blues et à la culture afro-américaine pour le coup. Vous aurez énormément de musique pour le coup. Et à côté de ça t'as Ludwig Göransson qui fait une très très bonne BO, vraiment ça part dans du métal à un moment donné. Et à un moment donné il va même te mélanger les genres en partant sur des musiques très d'époque, et puis te les mélanger avec de l'électro, etc. Et le pire c'est qu'il y a une justification dans le film sur ça, donc c'est vrai que la musique est assez fun dans ce côté-là. Mais elle est présente, mais on n'est pas dans une comédie musicale. Non, on n'est pas du tout là-dedans, ça se fond hyper bien dans le film. En fait, on sait déjà parce que forcément ils vont ouvrir un club de blues, donc on sait qu'il y aura de la musique, mais elles se font bien dans le scénario. Forcé, hein. C'est pas du forcing de il faut que des personnages chantent parce que là il se passe une action. C'est vraiment ça se fond bien, quoi. En tout cas, concernant les performances des acteurs, je dirais que je vous donne à mon avis. Michael B. Jordan est très très bon. En fait, Michael B. Jordan, il a vraiment un charme, on va dire. Il a un côté très charismatique dès qu'il apparaît, on va dire. Et il arrive à avoir un petit côté mesquin aussi qu'il avait quand il jouait le méchant dans Black Panther. Le seul problème, moi, peut-être que j'évoquerais, c'est que j'ai quand même eu du mal à départager les jumeaux. Il y a un motif de couleur qui nous permet de les différencier, mais à un moment donné, ils enlèvent leur chapeau quand même. Mais c'est vrai que je trouve que les jumeaux quand même sont assez similaires en termes de personnalité. Ils ont suffisamment peut-être pour les différencier quand même. Il y en a un qui est un peu plus timbré que l'autre, on va dire. Mais comme on est sur deux personnages ambigus et qui ont un peu la même backstory, c'est vrai que... Il y en a un qui est quand même beaucoup plus vénère. Ouais. Mais j'ai quand même eu du mal à quand même différencier un peu les deux jumeaux, je l'avoue. Après, je trouve que tout le reste du casting était bon. Ça fait bizarre de voir Ellie Stanfield là-dedans. Voilà, ça lui change un peu des rôles à la Hawkeye ou à la Bumblebee. Et je crois qu'en plus elle a sorti une chanson pour le film. Mais du coup il y a de nouveaux acteurs, il y a un acteur qui s'appelle Miles Cotton, j'ai peut-être flingué son nom et j'écrirai le bon nom, qui est introduit dans ce film, c'est son premier rôle et je crois que c'est surtout un mec de chansons de base de musique. Je crois qu'il aide de la musique de SZA, je sais plus si c'est elle ou quelqu'un d'autre, mais je sais que c'est un mec qui bosse dans la musique d'une chanteuse et la meuf lui a dit ouais va bosser avec Ryan Coogler et il a fait ouais j'y vais et du coup il joue dans ce film et il y a énormément de séquences de musique avec lui et franchement il était très très bon dans le film et c'est l'un des acteurs qui a été le plus retenu dans le film de ce que j'avais vu, donc franchement
franchement il a une très très bonne performance et ses limites. On vit un peu le film de son point de vue en vérité. C'est comme Michael B. Jordan joue des jumeaux, on n'est pas tout, il n'y a pas un point de vue unique, alors que lui c'est un peu plus intéressant. Puis il y a le méchant du film dont on va pas évoquer la nature, qui s'appelle, l'acteur c'est Jack O'Connell, que je connaissais pas du tout, qui honnêtement est aussi assez charismatique, il a vraiment ce côté un petit peu mesquin et tout, qui marche bien. Tout le monde est mesquin là-dedans. Et en général, le casting fait plutôt bien le taf. D'ailleurs, c'est très marrant parce que... Ah non, je vais dire en spoiler si on veut spoil. Donc voilà, le casting est bon. Le casting est bon. Et pour terminer, on peut évoquer légèrement certaines thématiques peut-être qui vous ont marqué. Hein, si certains... Années 1930, États-Unis. Donc il y a vraiment ce côté ségrégation, prohibition aussi. Dans les éléments de décor, voilà, c'est cet aspect-là de l'histoire. Donc l'alcool qui est caché dans des sacs, dans une gare à un moment donné où il y a écrit Whites Only. Donc voilà, on a vraiment c'est vraiment très ancré dans l'histoire américaine et afro-américaine. Et comme je disais, c'était bien mêlé avec le côté fantastique qu'on évoquera en spoiler. Même si je trouve que on aurait pu encore appuyer là-dessus. Enfin, je me demande si, après là c'est que mon avis personnel, mais je me demande si on n'aurait pas pu aller encore plus loin dans le côté histoire et que ce soit pas juste comme on est en 1932, on l'aborde un peu. Je l'ai ressenti un peu comme ça, comme on se base dans cette période-là de l'histoire, il faut qu'on l'aborde parce que sinon c'est pas cohérent. Alors que peut-être j'aurais préféré que ce soit vraiment, que ça fasse encore plus partie du plot. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais je pense. Voilà. Je suis d'accord avec ton point. Je dirais que le film est trop dense, peut-être. Et je trouve c'est un film qui est pas très subtil, on va dire, dans beaucoup d'aspects. C'est qu'il y a énormément de thématiques, énormément de sous-textes, qui sont tellement présents et un peu éparpillés partout dans le film, qu'ils sont pas forcément tous développés au fin fond de leur potentiel, on va dire. Et en sachant que le film est quand même assez long. Mais c'est vrai que c'est un film qui est très généreux dans ce qu'il veut faire. C'est que Ryan Coogler avait plein d'idées dans son scénario. Et autant je trouve que le résultat est tout à son honneur, et franchement je pense que c'est son meilleur film dans ce qu'il a fait, parce que pour moi il a pas fait de chef-d'œuvre, hein, donc et d'ailleurs ce film là c'est pas un chef, on sent que c'est un film quand même qui est très généreux, très gourmand, mais qui dans sa gourmandise peut se perdre et s'éparpiller un peu partout et peut surprendre. Et puis comme je dis, il y a des petits défauts par-ci par-là, mais rien d'énorme. Donc ça reste un très bon film qu'il faut recommander, qu'il faut soutenir pour le cinéma un peu à gros budget auteur en fait, avec des concepts originaux. Comme ça on évitera d'avoir que des reboots, des remakes. Je dis ça alors qu'on parle de Marvel et tout le temps, mais voilà, c'est un film à soutenir dans tous les cas. En tout cas, on peut confirmer que ça reste un bon film. Mais en tout cas, si c'est un film qu'on n'a pas aimé, c'est un film qui ne vous laisse pas indifférent. Je pense que c'est un peu le bilan qu'on ferait de ça. Ouais. Donc écoutez, on va passer en spoil. Donc là, j'ai envie de vous laisser parler là. Faites le ping-pong. Tu veux y aller ? Vas-y. Ouais, du coup, quand tu parlais du côté ségrégation qui était pas assez exploité selon toi. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même du blues, que c'est un peu... il y a toute une thématique autour de la liberté, tu vois. Et effectivement, le blues, c'est ce qui a permis un petit peu aux Afro-Américains d'avoir leur truc à eux, de s'affranchir des Blancs. Je pense qu'il y a quand même ce niveau-là qui est important. Après, peut-être que ça n'a pas été... qu'ils ont juste pris ça et qu'ils en ont pas assez parlé. Ça, je serais peut-être un peu d'accord. Surtout qu'après, il y a aussi le côté... au Ku Klux Klan et tout qui est introduit mais qui a pas l'air d'être approfondi non plus. Peut-être justement ce côté-là, pour le coup, j'ai un peu l'impression qu'il l'avait mis là juste comme ça. Non, après, je pense qu'on se rejoint sur ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Parce que moi, il y a vraiment un truc qui m'a perturbé. C'est ce truc. C'est ce truc, mais c'est le gros truc. Je suis là pour dire les termes. Voilà. Bon, a priori, c'est spoiler bonne annonce, mais moi, comme j'en avais aucune. Bon, alors, moi, ce qui m'a... moi, j'ai été happée pendant toute la première partie du film. J'aimais bien, comme l'a dit Julien, j'aimais bien le fait qu'on développe effectivement l'histoire des personnages, qu'on apprenne un petit peu à voir qui était qui. On a le temps un peu de connaître les personnages. On a le temps d'avoir un peu leur backstory, de connaître un petit peu leurs traits de personnalité. Jusque là, tout va bien. Et ensuite, il y a du coup toute une histoire autour d'entités. Du coup qui sont possédés et qui ensuite viennent manger les autres personnes. Et alors là, jusque là, le film m'avait happé,
jusqu'à ce qu'ils disent que ce soit des vampires. Et alors là, je suis désolée, mais c'est peut-être moi qui ai un blocage avec ça, mais je trouve que à partir du moment où on dit que ces entités-là sont des vampires, je trouve que ça perd toute crédibilité. J'ai un problème avec les vampires, je pense. J'ai trop l'image de Twilight, à mon avis. Et encore Twilight, j'ai vu que le 1, je crois. J'ai même pas tout regardé. Mais je trouve que c'est tellement dommage d'avoir... Après, voilà, c'est mon avis, hein. Mais je trouve ça tellement dommage d'en avoir fait des vampires, alors qu'on est... En fait, je pense ce qui m'a perturbée, soyons honnêtes, c'est que la place de la religion est très présente dans ce film. Le personnage principal, c'est le fils d'un pasteur. On a un rapport avec la religion, avec l'église, avec des histoires de protection d'entités supérieures, etc. Et même si c'est très cliché, je pense que j'aurais préféré que ça parte plutôt dans un délire de possession. Même si après il y en a qui diront que le vampirisme, etc. Voilà, après je suis pas une produit du vampirisme, mais je crois que j'aurais vraiment préféré avoir un côté encore plus dark de possession. On est quand même sur un titre qui s'appelle Sinners, les pêcheurs, diables, tout ça. Enfin, moi je m'attendais vraiment à ça, et c'est vrai que quand ils ont dit on est des vampires, je me suis dit, oh non. Pas tomber de ma chaise, je me suis dit, oh non, c'est trop dommage. C'est trop dommage d'en avoir fait des vampires, quoi. Et même pas, à la rigueur, même pas côté possession, si on voulait pas être trop dans le cliché. Mais je pense qu'on aurait pu faire tellement autre chose que juste dire, c'est des vampires. Moi, c'est vraiment le truc que je suis ressortie, je me suis dit, mitigé. Mais après, voilà, ce n'est que mon avis. Après, sinon, c'est super bien fait. Il y a juste un truc qui m'a aussi un peu perturbée. Mais peut-être que c'était un effet artistique, hein. C'est un peu cette redondance. Donc bon, vous l'avez compris, il y a deux clans. Il y a le clan du coup des personnes qui sont dans le club de blues, et derrière on a des gens qui se sont fait vampiriser. Et du coup donc on a un peu là on passe dans un mode survie. Et bon, il y a une redondance à un moment donné de ceux qui sont sains, on va dire, qui ouvrent la porte pour communiquer avec les vampires, ils referment la porte, et après ils rouvrent, ils referment. Et je me suis dit au bout d'un moment, bon, on a compris, les vampires essayent de rentrer, et les autres ils leur disent non, vous rentrez pas, ils referment la porte. Enfin, j'ai trouvé ça un peu redondant. Voilà, mais après pareil, c'est que mon avis. Et après bon, si on creuse un tout petit peu plus loin, si on s'arrête pas juste à cette histoire de vampire et qu'on va un peu plus loin, effectivement, comme ça a été dit précédemment, et je te laisserai développer, mais il y a ce côté quand même, on arrive à retrouver ce côté communauté, ce côté liberté, qui est quand même un thème pareil fondamental, un peu une musique libératrice, cette paroi très fine entre le côté sain et le côté à quel moment on bascule de l'autre côté. On voit presque tous les péchés du monde dans ce film. Donc le film porte bien son nom. Il n'y a pas de viol, je crois. Non, il n'y a pas de viol, mais il y a quand même... Oui, mais il n'y a pas le viol, mais il y a quand même beaucoup de sexe, beaucoup beaucoup d'avarice par rapport à l'argent. Enfin, on a pas mal de trucs qui peuvent être considérés dans plusieurs religions comme des péchés, entre gros guillemets. Cette paroi fine entre à quel moment on passe du côté obscur. Mais voilà. C'est à peu près tout. C'était mon petit coup de gueule contre cette histoire de vampire. Mais je crois que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je crois. Du coup, pendant que tu parlais, en plus, je réfléchissais à d'autres trucs et essayais de faire des liens. Mais ouais, pour le truc de vampire, ça m'a un peu déstabilisé aussi quand j'ai vu c'était des vampires, parce que du coup, ça a soulevé d'autres questions. Parce que quand Julien a dit plutôt que le protagoniste, l'antagoniste, on va dire. Enfin, il a nommé un antagoniste parce qu'en fait, donc c'est le premier vampire qu'on voit arriver. Et ça a quand même l'air d'être un peu le chef, parce qu'il y a des moments où il y a tous les vampires et c'est lui qui est au centre, c'est lui qui parle. Le truc, c'est que si tu le tues, ça tue tout le monde. Donc c'est oui. C'est la ruche un peu. Oui, c'est ça. Oui, donc il y a vraiment un truc de ça a l'air d'être le centre de tout le monde. Ce qui est du sens que ce soit mieux que ce soit un vampire que d'autres entités. Je t'avoue, je saurais pas trop comment le justifier, mais c'est juste que il y a l'air d'avoir un délire. Déjà, un truc intéressant, c'est que, comme il l'a dit, c'est la ruche, le vampire principal. Tous les vampires ont les souvenirs de tout le monde. Je sais plus pourquoi je voulais dire ça. La mémoire à court terme. La ruche. Non, oui, mais il y avait un truc dans ma tête. J'ai l'impression qu'il y a un truc de ils vont pouvoir
agir d'une certaine façon ou ils vont vouloir agir d'une certaine façon en fonction de ce que les gens font face à eux. C'est-à-dire que vers la fin, donc t'as un des jumeaux qui est sur le point de tuer l'autre, je sais plus lequel, c'est lequel. C'est Smoke qui est sur le point de tuer Stack. Ok. Smoke Stack, ouais. C'est des pseudos. Ouais. Enfin, ils ont des vrais prénoms. Et en fait, à ce moment-là, il lui demande je sais pas si on le voit lui demander d'ailleurs ou si c'est juste après. C'est juste à la fin où il le dit. C'est à la fin, il le dit. Ouais. Mais on le voit pas. Il coupe pour qu'il y ait le twist après. Ouais, ok. Ouais, il est censé le tuer, sauf que on apprend dans la scène à la fin que il l'a pas tué et que en fait, il lui a fait promettre de ne pas tuer Samy. Ouais, de ne pas vampiriser Samy. Et il y avait un truc aussi, à ce moment-là, il avait les yeux bleus déjà, alors que généralement, ils ont soit les yeux bleus, soit les yeux rouges. Et en fait, j'ai l'impression que quand ils ont les yeux bleus, c'est quand c'est un truc un peu positif, alors que la majorité du temps, du coup, c'est négatif. Enfin, c'est evil, quoi. Je pense aussi qu'il y a un truc de... Et c'est surtout pour ça que le fait que ce soit pas des démons, ce soit bien, c'est qu'il y a... j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment full evil. Parce que, comme on l'a dit, il y a un truc de communauté, un truc de... Ça, pour le coup, c'est un des trucs maladroits. Je trouve ils l'ont introduit maladroitement parce que t'as vraiment le vampire principal qui fait tout un discours en mode oui, vous allez être libérés si on vous vampirise et tout. Ouais, j'ai trouvé ça un peu chelou. Enfin, déjà, au début, quand il le dit, tu te dis, il bullshit. Enfin, c'est un méchant. Pas gentil. Et en fait, j'ai eu l'impression que si. Et du coup, je pense aussi à, comme je vous l'ai dit, la scène où t'as un des jumeaux qui tue Annie. Et que les deux sont en mode du coup que l'autre jumeau et que sa meuf sont en mode non, on avait tout prévu, et du coup je pense qu'ils voulaient vraiment les vampiriser pour qu'ils vivent ensemble en tant que vampires. C'est du coup dans la dernière scène où j'ai vraiment eu cette impression, parce que t'as Samy qui est vieux et t'as donc le frère qui a été vampirisé et qui était encore vivant vampire, et sa meuf qui viennent le voir et qui lui expliquent tout ça. Et ouais, en fait, là j'ai vraiment ressenti le truc de... en fait, ils voulaient juste vivre longtemps. Mais aussi, en même temps, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas heureux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Samy dit que pendant les heures où il y a le soleil, il était heureux. Et il leur demande, est-ce que vous, c'était comme ça aussi ? Et il disait que oui. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de tristesse dans ça. Nostalgie plutôt. Ouais, je sais pas. Parce que du coup, en tant que vampire, du coup, il le voit plus le soleil. Oui. Donc je pense qu'il y avait plutôt de la nostalgie. Là, on vous a dit plein de noms de personnages. Je pense que vous avez rien compris. Bref, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, donc voilà, c'est juste ce petit point-là. Par contre, moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais gros big up au maquillage FX, aux effets, parce que vraiment, si vous aimez pas le sang, n'y allez pas, parce que vraiment je dirais pas que c'est gore, mais il y a des scènes, c'est visuel. Voilà, il y a des scènes, c'est visuel. On a de l'arrachage de peau, des formations de visage, et c'est hyper bien fait. Enfin, pour le coup, c'est très très réaliste, et vraiment, comme disait Julien, le sang, il est hyper visuel, mais on y croit. Et c'est hyper bien fait, et c'est ce qui rend le côté, tout le truc très plausible, on va dire. Et ça donne un côté très réaliste à cette histoire de vampire. Et donc voilà, on a toujours ce lien avec la musique. Je trouve que visuellement, par contre, il est très visuel. Il est conseillé au moins de 13 ans. Mais parce que très visuel, je pense que c'est à souligner quand même. Les effets spéciaux sont très très bons. C'est ça qui est marrant, c'est que ça fait beaucoup penser aux films de zombies de l'époque. Parce qu'à base, on faisait des films de zombies avec George Romero, qui est le mec qui a fait que des films de zombies pendant 50 ans. On a fait des films de zombies parce qu'il y avait ce côté thématique en fait. C'est qu'on servait des zombies pour relever une thématique sur l'humain qui était corrompu, l'humain qui empoisonne ses semblables, des trucs comme ça, ou sur des côtés raciaux, etc. Généralement, il y a le truc de quand c'est des zombies, les vrais méchants, c'est les humains qui essaient de survivre. Et là, je trouve ça intéressant parce que les vampires, en général, dans l'inconscient collectif, les vampires, c'est souvent des mecs charmants, le comte Dracula, Twilight, etc. Ou soit des trucs un peu crades à la Nosferatu qu'on a eu il y a pas longtemps. Et là, je trouve que c'était une approche assez inédite de traiter l'univers du vampire. D'ailleurs, j'ai encore vu des rêves parce qu'il y a la séquence où chacun prend une gousse d'ail pour savoir si quelqu'un est un vampire. Ça m'a beaucoup fait penser à The Thing, où
T'as une séquence où il vérifie les dents de tout le monde, je crois, pour être sûr que personne n'est possédé par le monstre, genre, donc du Carpenter aussi. Moi je trouve que ça c'est un concept intéressant de se dire qu'en fait tout le film est basé sur la musique, c'est la musique qui appelle les vampires. Et c'est avec la musique qu'ils veulent ressusciter, en fait ça fait très Blade en plus, bon, marrant. T'as le vampire Prime et t'as les gens mordus qui sont les vampires secondaires. Et t'as le vampire Prime, du coup le méchant, qui lui veut juste ramener ses... En fait il est tout seul, de ce que j'ai compris. Et avec la musique du coup de Sammy, il veut ramener ses semblables et redevenir une communauté avec ses semblables, quoi. Et en plus, en même temps, il agrandit sa communauté en mordant tout le monde pendant tout le film, et ensuite les autres se mordent, etc. Ce qui fait ce côté ruche. Et ça nous a conduit, je pense, peut-être la meilleure scène du film, le giga plan séquence, où tu as la musique qui, effectivement, rappelle les âmes du passé et du futur. Et dans le plan séquence, tu vois littéralement des ancêtres, que ce soit de l'Afrique de l'époque, de plein d'époques, l'Afrique, du monde afro-américain, et même du futur, où tu as des DJ, tu vois des chanteuses, des machins comme ça, des descendants. Et donc il a réussi à combler ça avec la musique en plus qui rajoute tous les instruments de toutes les époques en même temps. Je pensais comme ça, c'était une dinguerie. T'as même les ancêtres des personnages asiatiques aussi, qui popaient aussi. Mais ça du coup, j'ai pas trop compris, parce que pour moi c'est genre, ça devrait être les ancêtres ou descendants de la personne qui joue. Oui. Et du coup, moi, comment je l'ai. Déjà, cette scène, elle est incroyable. Effectivement, elle est folle parce que en fait, on entend tous les genres presque de musique, mais ça se marie bien. Ça fait pas brouhaha du tout. Et un peu comme si, mais alors là, pareil, c'est mon interprétation personnelle, un peu comme s'il y avait cet hommage de peut-être que les genres de musique qu'on a écoutés descendent plus ou moins du blues, etc. Il y avait peut-être un peu ce truc-là, mais pareil, c'est possible, mais ce n'est que mon interprétation personnelle. Et moi, je pense qu'en fait, il y avait vraiment peut-être une volonté, non pas de montrer les ancêtres et descendants de Sammy, donc la personne qui joue, mais de montrer les ancêtres et les descendants de la musique en elle-même. Peut-être qu'à ce moment-là, le personnage principal n'est plus Sammy, mais juste la musique. Pareil, c'est que de l'interprétation personnelle. Mais j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, c'est super bien fait, parce qu'on voit autant de la musique qui date d'avant le moment du film, donc d'avant 1932, à de la musique jusqu'à maintenant, avec des danses comme le twerk. À un moment, il y a quelqu'un qui twerk. Enfin, voilà, très contemporaine. Et donc ça, effectivement, c'est vraiment, je pense, c'est une de mes scènes préférées personnellement, qui m'a vraiment, avec celle des vampires qui dansent sur Rocky Road. Une musique irlandaise qui est super sympa. Il y a toute une séquence là-dessus où ils dansent, ils sont... En fait, il y a un peu ce truc, il y a aussi un peu ce thème de transcendance. Les gens écoutent de la musique et petit à petit, ils rentrent en transe. C'est ça, genre avec la communauté et tout, ouais, c'est la musique qui rassemble la communauté, et je suis d'accord. Je trouve que c'est intéressant parce que Ryan Coogler, je trouve qu'il essaie de nous piéger en nous faisant croire qu'on serait sur un film sans un pro noir et nique les blancs, tu vois, un peu ce délire là. Il y a beaucoup de films un peu qui sont pas subtils comme ça, parce qu'au début tous les vampires ils sont blancs au début en fait, et ensuite il te fait comprendre qu'en fait non, les vampires aussi sont aussi des personnes qui sont un peu rejetés par leur situation de vie en fait, et qui veulent aussi se créer une communauté pour pouvoir vivre tous ensemble en fait. Et à la fin t'as même plein de noirs qui viennent des vampires aussi, et puis on comprend que le vampire lui aussi est anti-Ku Klux Klan, et qu'il aide même les protagonistes du film pour qu'ils soient tranquilles, pour qu'ils rejoignent du coup sa communauté. Donc je trouve que c'était une idée intéressante de mettre en parallèle un peu la ségrégation presque à ces vampires là, tu vois. Tu vois ça justement, en fait je suis troublé parce que j'ai l'impression que ça se comprend pas. Ouais. Genre au début, comme je l'ai dit, il vient et il fait tout ce discours là, mais toi tu le crois pas, et en fait t'as rien vraiment qui te prouve qu'il est sincère. J'ai l'impression, à part du coup quand t'as la scène à la fin où t'as ouais, mais sinon c'est ambigu. Ouais, mais du coup, mais j'ai l'impression que, je sais pas si c'est que j'ai pas compris ou si c'est que c'est mal fait. C'est vrai qu'avec l'esprit de ruche, techniquement ils ont tous ces souvenirs de tout le monde, donc il y a un côté honnêteté, je suppose, dans le délire, ou je sais pas, mais c'est vrai que c'est libre d'interprétation. C'est comme le fait d'ailleurs qu'il y ait de la musique irlandaise. Il y a aussi d'avoir une thématique, quelque chose qui doit être basé sur ça, je pense, au début. Ouais. Parce qu'en fait, il faut, sur fond de tout ça, il y a un côté histoire, comment on peut dire, légende. Un côté légende de communauté qui jouerait de la musique, au point que ça appelle des entités maléfiques.
ou en tout cas que ça crée un lien entre le bon et le mauvais. Et ça on le raconte au début, donc il y a aussi tout un côté légende, et donc ça parle notamment de communautés, donc autant africaines qu'irlandaises. Il leur donne des noms, j'ai pas retenu, mais il leur donne des noms au début, et donc c'est pour ça du coup que d'un coup ils se mettent à danser sur une musique irlandaise, sachant que il y a eu une envie aussi, comme disait Julien tout à l'heure, de mettre des moments légers. Donc on a des personnages un peu drôles, ou en tout cas qui ont des répliques drôles, qui sortent un peu de nulle part, c'est-à-dire qu'en plein chaos, c'est-à-dire qu'ils sont à ça de tous se faire bouffer par des vampires. Il y en a un qui va dire ah mais les gars, j'ai envie d'aller pisser. Enfin, il y a un peu des volontés de créer des micro-sas de décompression, parce que mine de rien le film il durait plus de 2 heures je crois. Encore le début ça va parce qu'on c'est calme, c'est lent, on apprend les personnages, mais à partir du moment où ça commence avec l'ouverture du club, ça ne s'arrête plus en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et donc du coup s'il n'y a pas ces petits moments de légèreté, ça peut vite être très lourd. En fait je sais que j'aime beaucoup les trucs sérieux avec de l'humour quand même, enfin j'aime pas les trucs full sérieux ou full humour. Bah c'est quelque chose que je trouve qui est mal fait dans, enfin voilà, je pense que tu le sais, mais dans les Marvel, voilà, dans certains Marvel. Dans Thor Ragnarok par exemple. Après c'est fait pour, c'est le style du film dans Ragnarok. Ouais, mais c'est ouais, après oui bah bref. Mais ouais. On parlera de ça une prochaine fois. Mais je trouve ça vraiment cool parce que en fait c'est le contraste, c'est quelque chose qui rajoute au film, parce que si par exemple et je dis ça en général quand il y a de l'humour et du sérieux, parce que s'il y a que du sérieux, je sais pas, il y a un truc de, c'est pas réaliste, parce que les moments où ils font des blagues, c'est eux-mêmes pour décompresser en fait, plus que pour nous faire décompresser. Ce qui est marrant, c'est qu'ils partent beaucoup dans l'humour noir à la fin du film. Bien sûr, t'as toute cette séquence où ils pensaient qu'il y avait un mec qui était mordu, il y avait du sang, en fait, non, c'était du vin. Du coup, ils l'ont emmené à la mort, en fait. Et ils s'en rendent compte après. Ils l'ont condamné, littéralement. J'aime bien, genre vraiment, on le voit devant la porte, et puis là, il y a l'autre vampire qui vient. Ils font l'humour aussi avec le fait que le vampire soit tout dégueulasse et tout, et que t'as l'autre qui fait ouais, viens ma chérie, viens nous. Ouais. Tiens, donc, indifférence totale de la mort. Donc, en vrai, je suis surpris. Au début, ils démarrent bien avec des jumpscares, vous avez bien réagi pendant les jumpscares, vous étiez pas prêts. Mais en vrai, les vampires, ils ont bien réussi à les rendre un peu attachants, tu vois, un peu humains, tu vois. Ils ont réussi à mettre de l'humour alors qu'il y a des vampires qui sont en face et tout. Ils ont réussi à. C'est bien dosé, je trouve. C'est bien dosé. Ça peut peut-être minimiser certains impacts, mais je l'ai pas ressenti en tout cas dans ce premier visionnage-là de manière générale. Et oui, comme on l'a dit, c'est un film qui parle de beaucoup de choses. Il y a le côté, bien sûr, le contexte prohibition avec du coup ces deux gangsters jumeaux qui sont des pêcheurs par excellence, quoi. C'est même le mec qui débarque, le premier truc qu'il fait, c'est il tire sur le cul d'un gars parce qu'il fouille sa caisse. Mais du coup, ça fait très humour et ça fait très scorsésien. C'est ce que. Enfin, je me demande du coup comment s'ils l'ont vraiment exploité d'une certaine façon, mais tu sais, juste après, ils donnent de la thune à la meuf pour qu'il aille le soigner. Je sais pas, je me demande s'il y a pas un peu le truc de, il montre que c'est un gangster, mais quand même au fond il essaye de. Il est humain. Ouais, enfin je sais pas. Ouais, parce qu'il a dû faire plein de conneries avec Al Capone, et là il revient dans sa terre natale au Mississippi. Et je suppose qu'ils cherchent un peu les deux cherchent un peu une forme de rédemption, quoi. Ouais. Après, en vrai, tu peux voir un foreshadowing parce que t'en as un qui a un chapeau rouge et un qui a un chapeau bleu et l'autre qui est un peu plus tard avec l'autre, et donc tu peux deviner que l'autre va devenir un vampire plus ou moins à la fin. En tout cas, lui, il peut être méchant. Oui, mais en fait, je viens de faire un lien entre les chapeaux et les yeux. Oui. Je me demande s'il y a pas, enfin, tu sais, yeux rouges, yeux bleus. Mais du coup, je me souviens plus c'est lequel qui survit. Enfin, bref. Celui qui survit, c'est le. Attends, celui qui meurt. Enfin, le vampire, le vampire, c'est avec le rouge. Le vampire, c'est le rouge. Le vampire, c'est le rouge. Et l'autre, c'est le blanc. Okay. Et l'autre, à la fin, il accepte de mourir parce qu'il a des visions de sa famille et donc il va buter tout le Ku Klux Klan à la fin. Ce qui est très gangster, bien sûr, avec la mitraillette. Il y a le côté vengeance, en fait. Oui, vengeance aussi. Parce que, vous avez évoqué hors champ que, pourquoi le Ku Klux Klan, ils sont pas pointés la nuit, ils ont attendu le jour pour buter tout le monde. Donc, on peut évoquer des facilités scénaristiques dans ce film-là, bien sûr. Mais, donc il y a ce côté-là où lui, il accepte de mourir pour rejoindre sa femme. D'ailleurs, le personnage de la femme qui interprète, je sais qu'elle a un nom très compliqué à prononcer, donc je vais éviter de le prononcer. Donc, qui a joué dans Loki, qui a joué dans Deadpool 3 il y a pas longtemps, dans plein de trucs. Elle a fait plein de films basés sur la cause afro-américaine. Il y a une série qui s'appelait Lovecraft Country par exemple, et c'était Lovecraft mais avec des personnages afro-américains, et elle, je trouve que c'est une genre de histoire. Non, c'est une série HBO, c'est une série, mais avec t'as des monstres Lovecraft et bref, je trouve qu'elle a un rôle un peu fonction, tu vois. Elle, c'est vraiment le rôle de la meuf un peu vaudou, tu vois. Vaudou, elle connaît tous les mythes, tous les machins. Après ils ont rajouté ce côté émotionnel en mode c'était sa femme, ils ont perdu un bébé.
Mais voilà, le perso faisait un peu trop fonction pour moi. Il était pas assez caractérisé de manière à ce qu'on la voit pas juste comme le perso fonction qui dit que ouais, il faut faire ça pour les buter, quoi. T'avais aussi le personnage de Delroy Lindo qui lui, c'est le mec qui boit l'alcool tout le film. Ce mec-là, c'était marrant parce que lui, il devait jouer dans le film Blade à l'époque de Marvel. Et c'est marrant qu'il se retrouve dans un film de vampire avant. Et aux gens lui a demandé, le film Blade, ça s'est pas fait, c'est parti en couille. Mais du coup, j'ai fait ce film-là quand même. Donc il a fait un film de vampire avant l'autre film de vampire. Parce que Blade, ils arrivent pas à le faire, c'est un enfer. Et c'est marrant que Ryan Coogler soit parti chez les opposés de Disney, donc Warner, pour faire un film de vampire et pas chez Marvel, chez Disney. Donc c'est encore plus drôle en vrai le contraste. Alors qu'ils arrivent pas à faire le film Blade. Mais ce personnage-là était assez drôle, il y a eu beaucoup de l'humour vient de lui. Oui. Aussi, et les acteurs sont très très bons. Genre, ils font tous très très bien, surtout Michael B. Jordan, il simule très très bien l'accent sudiste, tu vois, des personnages, ils ont tous l'accent sudiste dans tout le film. Oui. Et oui, il y a ce côté, dans les péchés, il y a aussi le côté tentation, tu vois, où t'as l'autre jumeau qui va coucher avec Ellie Stanfield, alors que c'est censé être la meuf de l'autre jumeau aussi. Donc il y a aussi des trucs comme ça qui ressortent, et le fait qu'ils commettent des choses qui sont punies à la fin. Après, je me demande si le film est pas anti-religieux quand même dans plein d'aspects, parce qu'à la fin, tu as Sammy qui gagne la guitare et qui obéit pas à son père pasteur, et donc j'imagine qu'il doit avoir aussi une critique d'un Ryan Coogler qui doit peut-être développer un peu la manipulation religieuse et le fait qu'il soit pas d'accord avec la religion et qu'il doit être assez anti-religieux peut-être, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté anti-religieux sur ça. J'ai l'impression que c'est très contradictoire justement par rapport à la religion et c'est un peu l'interpréter. C'est bordélique. C'est un thème central, enfin un des thèmes. Parce que comme je disais, l'intro ça se fait dans une chapelle. Le personnage principal, effectivement, c'est le fils d'un pasteur. Et ça finit aussi d'ailleurs. Et ça finit, voilà. Dans la boucle. Il y a une boucle qui se ferme, c'est que ça se termine avec encore ce personnage principal qui re-rentre dans la chapelle et qui voit son père pasteur, etc. Et qui joue la guitare. Il est devenu ce que tout le monde lui a dit de pas devenir aussi. Oui. Et je pense que oui, il y a un peu. Alors je dirais pas que c'est anti-religieux, mais on montre une certaine rébellion. Ça c'est sûr, parce que le personnage principal, son père préférait qu'il soit avec lui pour la messe, etc. Et en fait lui il veut aller vagabonder et aller jouer de la musique. Et donc du coup je pense qu'il y a une certaine on voit un personnage qui se rebelle tout simplement face à la religion. Donc après pareil, ça c'est très sous-entendu. Le film guide pas forcément le spectateur là-dessus. Là c'est au bon vouloir du spectateur, qu'est-ce qu'il en pense. Bien sûr, il couche avec la meuf d'ailleurs qui est jouée par celle qui joue la mère dans The Batman. Donc il y a aussi ce côté-là c'est aussi un péché dans la qui est une femme mariée. Voilà. Donc voilà. Ouais. Donc femme mariée, donc bon, il y a un truc avec la religion, ça c'est sûr. Il y a une rébellion, il y a peut-être une critique. Est-ce qu'on peut y voir une critique? Je sais pas, mais voilà, c'est quand même assez flou. Enfin, c'est quand même on sait pas trop où se positionner là-dessus, mais sinon ça reste quand même un thème central, même à la fin quand il est face au vampire, au chef des vampires, et qui commence à réciter Notre Père. Et en fait finalement on se rend compte, après là c'est peut-être aussi qu'une interprétation, mais on se rend compte que finalement le Notre Père le sauve de rien. Ouais. Est-ce que les vampires, c'est pas une critique d'une personne qui meurt quelqu'un et qui, comme il a sa mémoire, il lui convainc de toutes ses idées d'un coup. Et donc en fait les vampires c'est que des personnes qui ont été endoctrinées par quelque chose. Tu peux répéter là? En fait je pense, est-ce que les vampires c'est pas juste un groupe de personnes endoctrinées par une idée qui est le chef des vampires en fait? Et justement ils prient parce qu'ils pensent que ça va réaliser ce qu'ils veulent. Là où les personnages afro-américains c'est juste une communauté parce qu'ils ont, par le blues, par la musique en fait. C'est eux, ils ont créé leur musique pendant la ségrégation, etc. Et on te met le parallèle parce qu'il y a des états où t'as le Ku Klux Klan qui font la ségrégation et t'as eux qui sont en voiture tranquille et qui se rendent compte qu'eux ils ont de la chance. Donc est-ce que les vampires sont pas une critique un peu de la religion? Eux ils sont endoctrinés alors que eux c'est une communauté mais humaine entre guillemets. Ils ont créé leur propre genre de musique, leur propre identité en fait. Mais les vampires ils sont pas genre justement ils récitent pas aussi le mais après le truc. Ils sont un peu possédés aussi, donc c'est un peu plus, oui, ça va un peu plus loin. Ils récitent autre chose, ils chantent la chanson du rouge-gorge là. Ouais. Oui c'est vrai plutôt. Mais je sais pas, en fait c'est juste que tu dis qu'ils sont endoctrinés, mais justement comme tu l'as dit, ils récitent le truc et ils voient que ça le sauve pas. Et genre ils le récitent, les vampires le récitent avec eux, mais au final parce que moi du coup je pourrais plus interpréter ça comme tu vois ça sert à rien. Ouais. Mais il y a un peu cette critique là. Puis la fin, après la fin m'a beaucoup fait penser à un baptême aussi. Donc, oui, ça aussi. Oui, donc mais c'est sûr que c'était clairement, ça. Oui, clairement le côté baptême. Ouais, donc il y avait aussi ça. Donc en vrai il y a un gros truc qui est il y a un truc mais c'est bizarre. Après le nom du film Oui, en vrai, c'est on est sûr.
Bah du coup quand je pensais, bon là c'est vraiment juste des théories et faut voir, mais je pense que ouais la couleur du coup des couvre-chefs de chacun des jumeaux, il y en avait un qui était rouge et un qui était bleu, et le rouge c'est celui qui s'est fait du coup mordre, et le bleu c'est celui qui est mort quoi. Enfin, Mais naturellement. Ouais. Il tue pas son frère vampire et aussi il arrive à rejoindre du coup sa femme et sa fille. Et là aussi j'ai l'impression qu'il y a un truc par rapport à la religion du coup, mais Et au-delà de ça, ce qui m'a fait rire, mais là pareil c'est une surinterprétation, c'est qu'au moment du coup le personnage, donc l'un des jumeaux meurt après avoir tué absolument tout le monde du Ku Klux Klan, lui est couvert de sang, donc il est rouge, alors que sa femme et sa fille sont habillés de blanc. Donc on peut avoir ce contraste, enfer sur terre, paradis. Alors après, voilà, je pense que c'est des images. Je pense. que c'était très très rouge, enfin visuellement en tout cas. Bah il était quand même, il y avait du sang partout quoi. Bah de base, il y a le plan d'introduction du méchant vampire où en fait c'est lui qui est dans la caméra qui est à peine en contre-plongée, qui le montre descendre du ciel entre guillemets, cramé en fait. Il y a un peu le côté ange déchu qui arrive sur terre pour apporter son malheur un peu. Il y a un peu ce délire là quand le méchant est introduit. Puis il y avait le fait, comme je dis, quand ils vont dans le film, en fait, les vampires ils veulent rentrer en partageant leur musique avec eux en fait. Et donc et le truc c'est que quand il meurt quelqu'un, ce mec là chante la musique avec lui et joue les instruments avec lui parce qu'ils se partagent la mémoire. Donc c'est une grosse parodie vraiment de la propagande un peu quoi. Donc en vrai c'est pas subtil en vrai. Mais donc et à la fin je suppose ils auraient chanté avec, s'ils avaient accepté de les ramener dans le club, ils auraient chanté avec eux, ils les auraient tous mordus un par un, et ils auraient fait leur communauté entre guillemets quoi. Donc il y a un côté invasion quoi qui est intéressant. Si on parle de la toute fin, du coup on a Michael B. Jordan qui se laisse mourir pour l'amour, j'imagine. Et la vision faisait très Black Panther 2 d'ailleurs, avec sa femme fringuée en blanc et le bébé qui peut-être tout te montre qu'il y a peut-être une forme de paradis où juste il hallucine avant de mourir, etc. Et t'as l'autre, et c'est ça qui est marrant, c'est que tu penses que c'est l'autre qui crève quand il devient un vampire au début, au fait c'est lui qui survit dans le présent à la fin. Et du coup tu vois qu'en fait les vampires, oui, ils ont une vie qui est étendue, qui est peut-être plus ou moins heureuse, je sais pas. Après j'ai pas trop compris comment ils ont survécu, parce que normalement ils sont tous censés mourir s'ils ont été morts. Attends. Non. Si le boss il meurt pas tous genre. Ah oui, c'est vrai. Mais non, c'est juste qu'ils étaient face au... Mais oui, c'est vrai que quand ils ressentaient de la douleur, le boss, tout le monde la ressentait. Oui. La fin est ambiguë parce qu'en fait on sait pas trop. En fait on voit que quand le méchant il se fait tuer, tous les autres réagissent, mais en même temps à ce moment-là il y a le soleil qui se lève. Donc en fait c'est hyper ambigu. On sait pas qu'est-ce qui est en train d'agir sur le reste. Est-ce que c'est la douleur du chef? Est-ce que c'est le soleil? Ou est-ce que c'est les deux? Mais en tous les cas, le jumeau vampirisé et sa copine survivent. Du coup, mais là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est de la théorie qui se base sur rien. Mais peut-être que c'est justement le fait d'avoir été exposé, d'avoir eu son frère, du coup, qui lui a fait faire une bonne action, et que du coup, il s'est libéré de l'influence du mec de base. Ouais, quand il est mort. C'est que parce qu'au final du coup on montre qu'ils ont quand même une mémoire un peu sélective quoi. C'est que ils sont pas tous sélectifs, ils sont pas tous possédés dans un sens, parce que l'autre il meurt, ils sont encore en vie à la fin et ils ont leur propre mémoire en fait. C'est dans la scène post-générique qu'ils on voit qu'il est avec Ellie Stanfield à la fin et qu'ils ont vécu leur vie pendant 60 ans genre. Et oui, mais ils ont quand même, ça change pas le fait qu'ils aient une mémoire commune. Ouais, mais le truc c'est que ça c'est le truc que je comprends pas, c'est quand ils meurent, on dirait qu'ils ont une nouvelle personnalité, c'est plus eux genre. C'est le eux d'avant, ils sont morts quand même. C'est une nouvelle personnalité qui se réveille. Non, mais il y a un truc. Il y a quand même un truc comme ça. Mais à la fin, ils arrivent quand même à avoir un libre arbitre en fait. C'est que il accepte d'épargner son frère et son frère accepte de pas le mordre et tout. Et justement, je me demande si c'est pas le fait que son frère ait accepté de l'épargner qui l'a fait avoir ce libre arbitre. Sauf qu'il s'est rien passé, je crois, pour sa copine comme ça. Donc. Et peut-être que oui, en même temps, la mort du vampire principal a fait qu'ils ont gagné davantage de libre arbitre aussi. Peut-être que elle est partie et elle a pas suivi tout le clan parce qu'elle a ressenti l'amour de son mec, je sais pas, tu vois. Mais après là on va mais voilà, parce que c'est vrai que la scène project ça fait un peu raccourci, tu vois. Après, si t'as dit qu'il allait développer le monde, peut-être que il veut, en tout cas ce film là il est autonome en vrai, on peut le regarder sans avoir de suite. Le truc c'est qu'il veut développer le monde, après il peut le faire en vrai avec les personnages qui sont encore en vie à la fin. On passe Sammy, son histoire est terminée en vrai.
il est vieux et on sait qu'il est mourant et je suppose qu'à la fin il accepte qu'il va mourir, il veut pas rejoindre le monde des vampires quoi. Après mûre réflexion et après avoir vu quelques vidéos critiques d'autres collègues critiques YouTube, il y a plein d'autres trucs à évoquer dans le film et du coup j'ai mis essentiellement toutes les infos que je voulais évoquer en astérix par des éléments textuels un peu partout dans la vidéo que vous pouvez voir dans la vidéo. Mais en de ça, il y a quand même une thématique que j'aimerais développer sur ce qu'on discutait avec Justine et Egal, qui était le libre arbitre des vampires. C'était que le film met en avant la culture en fait. C'est un film qui met en avant le pouvoir de la culture, donc on peut bien sûr mettre en avant le cinéma par rapport à ça, mais là du coup en l'occurrence dans ce film là c'est la musique, et donc par rapport à la musique on montre que la musique est un élément de culture qui va créer des communautés, créer des relations humaines entre différents types d'individus, mais qu'en même temps la musique peut aussi attirer des forces maléfiques que sont les vampires. Et en dehors de cela, on montre que du coup on a le blues, comme on l'a dit, le blues qui crée une communauté humaine qui a sa propre identité, là où les vampires eux volent l'identité de chaque personne qui rejoignent leur groupe en fait en étant mordus. Donc en fait les vampires n'ont pas d'identité propre mais volent l'identité de toutes les personnes qui rejoignent leur rang, et donc inventent une espèce d'identité qui est en fait un gros mélange de toutes les croyances, de tous les idéaux, de toutes les personnes qui font partie du groupe de vampires. Et j'ai vu des gens qui faisaient un peu des comparaisons avec le cinéma, l'état du cinéma, mais moi je pourrais aller plus loin dans la suranalyse et carrément parler de l'IA en fait. Parce qu'en fait les vampires c'est de l'IA, ce sont des individus qui prennent des informations préexistantes, des idées préexistantes visibles depuis leur sphère à eux, pour interpréter, en l'interprétant, en créant une chose qui est apparemment nouvelle, alors que non, c'est pas du tout nouvelle, c'est un objet numérique basé sur les bases de données de Google, etc. en fait. Donc en fait, les vampires, il y a presque ce côté critique du cinéma avec une identité, une patte artistique, une humanité, un côté auteur, contre la purification des vampires qui veulent purifier le monde, purifier les gens, en rendant les gens ennuyeux, impersonnels en fait, vides. Et je trouve que c'est une critique qui est assez intéressante, qui en termes de suranalyse peut nous permettre d'aller encore plus loin en allant carrément dans l'évocation de l'état actuel du cinéma, quoi. Et puis on peut aussi parler vite fait du fait que on est clairement sur une influence à la Jordan Peele, on est vraiment très proche du cinéma de Jordan Peele avec No Pay Us et Get Out par rapport à ce que en ayant un petit côté cynique et humoristique dans le film, mais tout en ayant un film d'horreur qui se base sur la cause afro-américaine, mais qui allie cette cause à un objet fantastique horrifique, un peu inspiré du folklore horrifique, pour traiter ces thématiques. Donc oui, il y a un côté aussi quand même très Jordan Peele dans ce que nous a donné Ryan Coogler. Et puis c'est vrai qu'il y avait des Indiens Choctaw à un moment donné dans le film, et eux ils se sont barrés, on les a vus qu'une fois. Donc je voulais juste le dire là comme ça. Mais oui, du coup, on montre que la musique est un symbole de liberté, qu'à la fin, du coup, il y a le personnage du Miles Catton qui, à la fin, du coup, abandonne la religion et va, du coup, chanter la musique toute sa vie jusqu'à la fin de la fin, quoi. Et même on montre que, du coup, les vampires, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le diable en tant que méchant, parce que ce serait assez peu ambigu, mais on a les vampires, parce que les vampires, on voit qu'une fois que le leader meurt, on voit que les vampires ont peut-être une possibilité de libre arbitre, de décision personnelle, comme on peut le voir à la scène post-générique, ce qui peut montrer une forme d'évolution. Donc je dirais que c'est un peu le gros point important que je voulais évoquer dans le film. Et oui, tant qu'à parler de possibles suites au film, pourquoi pas un préquel avec Al Capone par exemple. Tout est possible, encore une fois, ou sur les origines irlandaises du coup du chef des vampires. Michael B. Jordan et Alice Statfield, ils peuvent revenir dans un film dans le présent, tu vois, ils vivent encore leur vie. Et puis en tous les cas, il y a tout un folklore, c'est comment on connaît pas le backstory du méchant vampire, tu vois, il peut se passer un truc. Et à tous les coups, Ryan Coogler, il peut nous sortir une histoire très folklorique qui est basée sur les communautés, sur des causes en fait. C'est des métaphores sur des causes, c'est ce qu'il a fait depuis toujours dans son cinéma, quoi. Black Panther, c'était carrément ça avec le super-héros africain. Donc en vrai, il est assez libre sur ce qu'il peut faire, c'est sa franchise, c'est ses personnages. Donc en vrai, il est assez libre sur ce qu'il pourrait faire comme spin-off ou suite ou je sais pas quoi. Donc on verra ce qu'il fera, parce que le film est un succès, donc à mon avis ça arrivera. Bon, il fera Black Panther 3 avant, donc pas tout de suite. Mais ouais, en tout cas moi, je pense que j'ai tout dit en tout cas. Si vous avez... oui, moi aussi. Je pense que c'est tout dit. Allez quand même le voir. En vrai, s'il y a des vampires. même si les vampires, ça va un peu. Mais c'est. En vrai, si là j'y repense un peu, c'est quand même à voir. J'ai passé quand même un bon moment visuellement. On est quand même sur une bonne proposition visuelle. En termes de scénario, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire. Après, comme je dis, moi je savais pas à quoi je m'attendais. J'ai découvert sur le tas ce que j'étais en train de regarder, ce qui est bien du coup, parce que je me suis laissée porter sans attente. En fait, je me suis laissée porter par le film. Donc moi je mettrais, si j'invente un concept, je note le film. Moi je lui mettrais un petit 7 sur 10 à ce film. Voilà. 7,5. Ah, 7,5. Ouais.
C'est trop chaud encore. C'est trop chaud. Ouais, Non. Après, je vais regarder les analyses des vidéos, etc. Je vais mater des trucs mais pour clarifier le propos, on va dire. Mais pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus mais c'est un film à encourager, comme j'ai dit, ce que je rabâche dans la partie sans spoiler. Donc, maintenant là, je suis très curieux d'enfin voir Ryan Coogler se barrer de Marvel, faire Black Panther 3, finir sa trilogie et voir quelles idées il peut avoir de films. Parce qu'en plus, il y a aussi un côté très Chazelle dans le côté musique, Babylone, La La Land, un peu, plus Babylone, dans le côté foire, on va dire. Moins quand même, mais tu vois, plan séquence foire, t'as l'idée qui vient, le côté grand dommage à un genre de musique, tu vois. Ouais, mais je trouve en fait c'est moins. Justement, dans Babylone, il y a beaucoup ce truc de la fête qui continue et qui ne s'arrêtera jamais. Ouais. Alors que là, c'est un truc plus calme et plus communauté du coup. Mais il y a cet hommage thématique, quoi. Ouais, donc, où des hommes blancs peuvent aimer le blues aussi. C'est comme Elvis Presley, il a basé sa musique sur le blues. Hein. Il écoutait la musique noire, c'est ça qui a fait sa carrière après. Regardez Elvis, très très bien. Et en plus, il a basé son look sur un super-héros, Elvis, le Captain Marvel. Et le homme. J'ai dit 7,5, mais en fait, vu que c'est très chaotique et j'ai l'impression que. Enfin, plus j'y repense, plus j'ai l'impression que du coup, je sais pas si c'est moi qui ai pas compris ou qu'il y a des trucs qui étaient mal faits. Et si ça se trouve, ma note va baisser du coup plus tard, mais voilà. Ouais. Bah moi je dirais, là je suis pas dur à noter, mais je dirais 7,5, entre 7,5 et 8,25 puisque je suis chiant. C'est très précis. Voilà. Donc 75 de fourchette. ouais. Parce qu'après 8,5 c'est trop bien, genre. Donc faut pas abuser dans le 8,25. Donc ouais. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié avoir mal au cul avec moi par terre. Là ça commence à... On est assis littéralement par terre depuis 1 heure. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup Justine et Igal. Alors nous vous voulez potentiellement, et puis merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et ciao. Ouais, pas de soucis, pas de soucis, on vient de finir. On vient de finir. Le dôme. J'en ai aucune idée. Alors là j'en ai aucune idée. Désolé. Voilà, pas de soucis. Non, il n'y a pas de souci, ça fera une anecdote à la fin de la vidéo. En vrai, ça fera une conclusion marrante. Ah, j'avoue, tu le mets en post. En vrai, je vais le garder, genre. Je vais le garder, genre. Allez.